Au Mali, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, a recouvré sa liberté. Ce sera notre premier sujet. Nous parlerons aussi de la Guinée. Cellou Dalein Diallo qui a allumé Alpha Condé sur sa capacité à gouverner le pays avec son âge. On sera ensuite au niveau de la Côte d'Ivoire. La question du troisième mandat, ça n'engage qu'Alassane Ouattara. C'est Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française, qui le dit. Et puis le Togo, on parlera donc de cette rentrée politique de l'ANC. Qu'est-ce qui doit changer au niveau du parti? Voilà pour le menu autour du plateau. Je reçois ce soir Vivien Emmanuel Tomi de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel et bonsoir aux confrères et honorables députés ici sur le plateau. Bonsoir également aux téléspectateurs de Par le Monde, surtout dans ce mois de consommation produits togolais. Vous reflétez bien ça. C'est important parce qu'il faut qu'on retourne quand même à nos valeurs. Nous savons nous faire des habits, nous savons produire des aliments de qualité pour notre santé. Il ne faut pas qu'on se tourne toujours vers l'extérieur pour pouvoir vivre. Ça ne nous fait pas avancer économiquement. Un autre qui le reflète également bien sur le plateau, c'est l'honorable Beau-Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous et député. Bonsoir Beau-Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Viviane Tomi, bonsoir Adam et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vive le mois de la consommation locale. Mais j'allais vous enquiquiner un peu en disant que la tenue, c'est pas un produit au Togo, hein. C'est juste la couture et le collier. Pas du tout. La tenue, le tissu même a été, je crois, la matière première, je ne sais pas si ça vient de l'extérieur, mais le tissu basin même, ça a été fabriqué au Togo. Il y a des gens qui fabriquent le basin au Togo. Et je peux t'amener même à leur usine. Et ça a été cousu au Togo. Je crois que c'est un produit togolais. C'est du consommé local. Les perles aussi. Les perles aussi, c'est made in Togo, origine togolaise. C'est important. Adam Adjonou, vous avez choisi le style européen. Bonsoir Adam. Non, bonsoir Samuel. Pas du tout. C'est le paradoxe. On a toujours comme l'impression les Togolais n'arrivent véritablement pas à innover. Mais ce qu'ils portent est fabriqué réellement au Togo. Bon, pour le tissu, je ne sais pas. Le tissu, mais vous voyez non, le design est fabriqué au Togo par un couturier togolais. Donc vous voyez directement que contrairement à ce que les gens pensent, les Togolais ont beaucoup innové et il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui vous ne voyez pas. La similitude entre ce qui se fait en Occident, le même. Donc je pense que il faudrait quand même que nous changions de mentalité en mettant en valeur donc ces fabrications togolaises pour que vive véritablement donc la consommation, la production togolaise. C'est vrai que moi, mon tissu, je sais qu'il n'est pas fabriqué au Togo, mais il est cousu au Togo quand même. Mais le Togo et le pagne, c'est quand même une grande histoire. Mais le pagne est produit en Hollande. Quand on parle des nanabins, c'est la Hollande qui s'enrichit. Hein. La Hollande, ils font que vendre. En mais fait. on le produisait au Togo. La Hollande, oui, bien sûr. C'est ce que je voulais souligner. De la Hollande, oui. Ce que les dames adorent ici, quand vous voulez faire la dot, on vous demande les super, oui, les tout à fait. Qui n'ont rien à voir avec les productions togolaises. Mais vivement que ce mois du consommé local soit aussi une occasion pour qu'on revienne à nos valeurs, mais surtout aussi qu'on ressuscite aussi les sociétés qui sont mortes et qui peuvent permettre effectivement de refléter cette production togolaise. Il faut qu'on encourage également à l'innovation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les stylistes togolais doivent être capables de faire des vestes qui ressemblent aussi à des vestes made d'Italie. Faire des vestes avec ça, par exemple. Il y en a même avec des pagnes, il y a des vestes en pagne. Mais lorsque vous les voyez, faut que ça soit aussi à la portée du prix, parce que c'est souvent cher. C'est ce qui fait que les Togolais n'arrivent pas à pouvoir consommer local. C'est le moment. Il ne faut pas faire seulement des discours. Il faut aller aussi à l'action. Et justement, pourquoi le ministre a appelé au patriotisme économique. C'est vrai que ne misons pas trop sur le prix pendant ce mois. C'est vrai, c'est cher, mais ce patriotisme doit nous orienter. Oui, bien sûr. À investir ou à acheter les produits togolais, ne serait-ce que pour un mois. Retournons à Dacha pour relever cette société et aidons également la fabrication du pain traditionnel d'Azaou et des autres milieux. Retournons au pot. Allons cuisiner aussi avec des marmites qui sont fabriquées de chez nous. Il y a une circulaire de Madame le Premier ministre adressée aux directeurs départementaux et autres pour promouvoir les mets locaux lors de différentes rencontres, parce que Beau Soleil, ça manque hein, quand vous allez à des réunions, c'est des filets de scie, c'est des
Non, on n'a Venu pas de l'étranger, chose, carrément. Ces chez derniers nous. temps, on assiste de plus en plus à des réceptions avec des mets togolais, et surtout à l'Assemblée nationale. Oui. Et quand nous avons des réceptions, bien des pauses, on nous présente des mets togolais qu'on apprécie beaucoup. Donc, il faut les encourager les autorités et les responsables à adopter cette attitude de valoriser nos produits, quels que soient les niveaux, que ce soit sur le plan vestimentaire ou alimentaire. Il faut que les banques aussi financent les petits, les jeunes, les entrepreneurs qui veulent effectivement faire parler du Togo dans le domaine de la production. Parce que le grand problème, c'est qu'il y a de très bonnes idées au niveau de la jeunesse, mais pour pouvoir avoir un financement d'une banque, pour pouvoir accompagner ces activités, c'est la croix et la bannière. Mais la banque cherche d'abord la rentabilité. Et surtout aussi la structuration également de ces entreprises-là aussi. Mais bon, il faut remercier quand même le gouvernement qui a mis en place des programmes dans ce sens. Qui puissent donc Oui, garantir à ouais, ces jeunes de pouvoir donc octroyer des prêts. Sauf qu'au niveau surtout des microfinances, ne parlons même pas des banques parce que là, les jeunes n'ont pas tellement besoin des millions pour quand même se structurer, se mettre en place, des petits moyens. Mais on voit qu'au niveau des microfinances, il y a la réticence est toujours là. Ils ont même corsé d'ailleurs même la mise en faisant sortir d'autres aspects qui ne seraient pas bons, surtout en ce moment de coronavirus, pour permettre à ce que l'innovation, la rénovation même des très petites moyennes entreprises puissent fleurir et prospérer. Alors moi, il y a un autre aspect qui me tient également à cœur. J'ai l'impression aussi qu'on est en train de perdre toutes nos valeurs sur certaines choses. Je m'étonne quand je vois des Togolais, par exemple, des compatriotes qui vont manger la pâte avec la cuillère. Vous savez, ici, chez nous en Afrique, on a l'habitude de copier les Blancs. Et le passage des Occidentaux, on ne va pas l'oublier tout de suite. Il y en a qui ont effectivement ça dans l'habitude. Il y en a qui l'ont carrément dans l'éducation. Il y a des maisons où carrément le plat est servi comme chez les Occidentaux. Mais bon, petit à petit, il faudrait qu'on revienne effectivement à nos valeurs. Manger de la pâte avec une cuillère, c'est bien, mais aussi avec la main, c'est encore bien. Parce que quand des étrangers viennent chez vous, ils vont apprendre aussi à manger avec la main. Vous voyez, par exemple, dans la civilisation et la culture chinoise, on vous impose, entre guillemets, les baguettes. Au début, bon, quand on y était, on a refusé. On utilisait les fourchettes. Mais par la suite, aujourd'hui, je suis capable de manger avec les baguettes, tout simplement parce que j'ai accepté d'apprendre. Et les Chinois ne veulent pas manger, dans une grande majorité, je veux dire, avec les fourchettes venues de l'extérieur. Mais ils veulent promouvoir effectivement cette valeur culturelle de manger avec les petits bâtons, comme on le dit. Donc aujourd'hui, il est très important que dans nos programmes à l'école, qu'on nous rappelle la nécessité de ne pas oublier la façon de vivre de nos parents, qui était quand même une façon un peu bio et qui permettait de vivre longtemps. Aujourd'hui, il y a trop du consommé moderne dans nos plats, ce qui nous donne même le cancer et d'autres maladies. Il faut qu'on retourne effectivement à nos sources. Prenez les canaris qu'on utilisait en Afrique. Prenez même la façon de se traiter quand on est malade. On retournait aux tisanes qui ont toujours leur valeur. Donc je pense qu'au-delà de faire juste de grands discours au Palais des Congrès et dans les grandes salles de conférence, il faudrait des actions concrètes. Il faudrait qu'au niveau de l'éducation, qu'on ressente un peu cela dans les programmes, ne serait-ce que d'éducation à la citoyenneté et l'éducation civique, pour que nos enfants reprennent quand même, relèvent ces défis-là, pour que l'Afrique ne perde pas toutes ses valeurs. Nous allons passer maintenant à notre premier sujet, c'est le Mali. On parle de la libération de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, est libre. Je suis très heureux d'être là. C'est la première phrase qu'il a prononcée lorsqu'il est arrivé chez lui. Une liberté pour sa famille et le Mali, après avoir passé de longues semaines, plus de 6 mois en tout cas, aux mains de ravisseurs qui l'ont enlevé. C'était en mars dernier, alors qu'il était en pleine campagne. Beau Soleil Obekou, c'est une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle et un grand soulagement, et à la fois pour lui-même, pour sa famille, pour sa formation politique. N'oublions pas qu'il
comme vous le dites, il était en activité politique, en campagne électorale avant son enlèvement. Donc c'est une grande satisfaction pour ses militants et les cadres de son parti et pour tout son pays, parce que tout le pays s'est investi pour sa libération et vous n'êtes pas sans savoir que quand le M5 revendiquait le départ de Ibeka, il a associé la libération de Soumaïla Cissé. C'est une grande figure sur le plan politique au Mali et sur le plan international. Beaucoup ont réclamé et demandé sa libération et hier ça a été chose faite. C'était un grand soulagement pour le Mali, pour l'Afrique et pour le monde entier. Il y a quand même, Adam Adjonou, même si on dit que c'est un soulagement, des questions qui persistent parce que c'est, disons-le, un échange de prisonniers. Les autorités maliennes ont été obligées de libérer jusqu'à 216 djihadistes. Il fallait payer ce prix fort pour Soumaïla Cissé, Sophie Petronet et les deux autres. Oui, et c'est vrai que c'est un soulagement, ces libérations-là. Mais au-delà de ces libérations, ce soulagement, je vous l'ai dit, il faudrait quand même qu'on tire les leçons. Les leçons, le chemin parcouru jusque-là. D'abord, vous l'avez tout à l'heure indiqué, même moi, sur cet aspect-là, j'ai 2 voire 3 tableaux à peine. Dans un premier temps, d'abord, il faudrait réellement partir du fait que lorsqu'on prend les périodes électorales, pour la plupart du temps dans nos pays africains, surtout au Togo d'ailleurs, même lorsque vous voyez, on nous a dit, lorsqu'on enlevait Soumaïla Cissé, et j'estime que lorsque nous lisons un peu les analyses, on n'y était pas. Les images aussi n'ont pas réellement montré grand-chose. On a constaté qu'il n'y avait que son gars du corps qui avait été abattu. Ça voudrait dire que l'arsenal, les dispositifs sécuritaires qui devaient donc accompagner un chef de file de l'opposition, rappelons-le, n'était pas au point. Alors, lorsque nous prenons pendant chez nous, je vais faire la parallèle entre ce que nous faisons ici, il y a vraiment un cortège qui l'accompagne. Première chose, donc il faudrait quand même que le Mali puisse apprendre pendant les périodes sécuritaires à pouvoir donc renforcer son dispositif sécuritaire, faire en sorte que on ne puisse pas d'une manière aussi facile comme ça enlever donc un chef de file de l'opposition. C'est déjà une mauvaise chose. Le second aspect, c'est vrai qu'il y a des critiques qui se font d'un point de vue numérique. On dit 200 djihadistes contre 2 personnes, etc. Mais moi, la grande question que je me pose aujourd'hui, il faudrait quand même que l'État malien ou les États africains, dans leur grande majorité, puissent quand même tirer les conséquences de cela. On ne parle pas de radicalisation des citoyens maliens. Et maintenant, si nous prenons aujourd'hui nos geôles, nos maisons d'arrêt, etc., les maisons d'arrêt, dans un premier temps, sont des maisons de correction et d'éducation. Mais nous avons constaté que dans ces derniers temps, les maisons d'arrêt sont plus seulement correctionnelles qu'éducatives. Si réellement il y a radicalisation, ça voudrait dire qu'on peut avoir comment l'appelons, une réinsertion. Une réinsertion. On peut les déradicaliser. Voilà. Okay, la déradicalisation. Ça voudrait dire que pendant tout ce temps que ces gens-là ont passé, au niveau des joueurs, au niveau des maisons d'arrêt, rien n'a été fait. Or, normalement, s'il y avait ce côté éducatif de nos maisons d'arrêt, on pouvait les amener à changer de mentalité, à pouvoir donc se réinsérer. D'abord, les donner les outils nécessaires. Là où l'artisanat passe, déjà, on a constaté qu'au moment de la colonisation, il y avait donc ces mesures qui étaient là dans les prisons qui permettaient aux gens, lorsqu'ils sortent des joueurs, de pouvoir donc se réinsérer, changer de mentalité, etc. Donc, rien n'a été fait. Les gens sont gardés comme ça. Ils ont continué par garder les mentalités radicales. Donc, sortir, c'est ce qui fait peur aujourd'hui à l'État malien et d'autres États que ces gens-là vont se fondre dans la torture et retourner donc dans leurs anciens amours, etc. Donc, ça voudrait dire que là, l'État a failli. Et ça, j'estime que parmi les leçons à prendre, il faudrait quand même que les États, il n'y a pas que l'État malien, dorénavant, il y avait le Niger qui l'avait fait, mais ça, c'est dans le cadre d'un projet, mais il faudrait que les projets soient pérennes, permettent à ce que lorsque les gens qu'on n'ait pas seulement les mesures correctives, mais qu'on ait les mesures d'éducation qui leur permettent donc de pouvoir. Ça voudrait dire qu'ils ont raté quelque part leur mode éducatif qui l'a emmené là-bas. Il faudrait quand même pas, en ressortant de ces joueurs qui sortent avec les mêmes mentalités. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ces gens de procédés, de cette façon d'échanger des djihadistes contre des personnalités, ça va plutôt donner des idées aux terroristes? C'est malheureusement le cas, parce que vous savez, les Américains ont une formule célèbre qui dit jamais d'échange, parce que là, il faut trouver d'autres solutions. Officiellement.
quand même, on sait que beaucoup d'otages occidentaux, d'une façon générale, ont été retirés des mains des ravisseurs grâce, des fois, à un peu d'argent, à la négociation et puis à la médiation d'autres personnes. Mais ne nous trompons pas, un État reste un État. Quand vous êtes un djihadiste arrêté et qu'on vous échange pour pouvoir libérer un ancien chef de file de l'opposition ou un ancien chef de l'UEMOA, attention, il y a des personnes qui sont parmi ces prisonniers qui seront travaillés et qui auront des missions. Parce que le service de renseignement continue toujours pas à fonctionner. Ensuite, quand on vous libère comme cela, il y a quand même des possibilités de vous suivre. C'est plus facile. Et les mois d'interrogation passés permettent également à l'autorité sécuritaire de comprendre un peu le fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que c'est interdit de torturer les prisonniers, quel que soit ce qu'on leur reproche, mais il y a des moyens que les services de renseignement utilisent pour pouvoir avoir des informations qui peuvent servir à quelque chose. Maintenant, dans le cas de Soumaïla Cissé, il faut reconnaître, et de la Française qui a été libérée également, il faut reconnaître que ça a trop duré. Et puis deux, il y a eu beaucoup de manquements. D'abord, au niveau de la sécurité de l'État malien, parce que quand même un chef de file de l'opposition, il faut l'entourer, comme le disait tout à l'heure Adam, il faut l'entourer quand même d'une sécurité minimale pour qu'on ne nous dise pas il y a eu des échanges de tirs entre son garde-corps et puis les ravisseurs, et le garde-corps a été abattu. Il faudrait qu'on nous dise qu'il y a eu des échanges de tirs entre les voitures de sécurité qui accompagnaient le convoi, et il y a eu effectivement tel dégât. Il va y avoir rapport de force. Et en sécurité, déjà le fait d'accompagner le chef de file de l'opposition ou les candidats célèbres, entre guillemets, d'une voiture de sécurité est un moyen de dissuasion. Parce que quand les ravisseurs voient effectivement la sécurité qui suit effectivement ce personnage politique-là, on a peur d'attaquer. Alors aujourd'hui, il faut tirer les leçons, comme le disait tout à l'heure mon confrère. Il faudrait effectivement éviter d'exposer effectivement les hommes politiques à des risques. Ce qui ne me plaît pas aussi, c'est que M. Soumaïla Cissé a été enlevé dans sa propre région, la région de Tombouctou. Et donc ça veut dire que au niveau même du parti de M. Cissé, qui est un ancien patron de l'UEMOA, il n'y a pas un service de sécurité en tant que tel. Mais chaque parti politique a sa façon aussi d'organiser la sécurité, et c'est l'État qui vient en complément pour pouvoir essayer effectivement de parer à certains problèmes. Aujourd'hui, Soumaïla Cissé est libre, c'est une bonne chose. Ça faisait partie d'une revendication de ceux qui étaient dans la rue. Alors, c'est dommage pour M. Ibeka, parce que c'est lui qui avait dit M. Cissé était en bonne santé, qu'il était en vie, et que bientôt il sera libéré. Cela aurait servi à quelque chose, mais malheureusement, c'est après son départ. Mais y compris aujourd'hui le gouvernement malien de tout mettre en œuvre pour que les djihadistes ne se sentent pas au paradis dans ce pays. La première pause et on revient continuer.